I'm losing my patience. I just came here to dance. Bonjour à tous et bienvenue à ce 20e Meetup OpenStack à Paris. Ça faisait quelques mois qu'on n'en avait plus fait. C'est le premier meetup de 2016 sur Paris en tout cas. Et là on va en profiter pour parler du summit qui vient de se dérouler à Austin il y a 2 semaines et de parler également de la version OpenStack Mitaka qui est sortie juste avant, il y a 3 semaines. Juste quelques mots avant de démarrer les conférences. On a 2 conférences prévues ce soir et comme d'habitude un petit cocktail dînatoire qui suivra. Juste quelques petits mots sur OpenStack FR. Vous connaissez certainement. Pardon ? Ah oui, j'ai pas laissé le mot de passe Wi-Fi assez longtemps, désolé. Le SSID 42 event et le mot de passe 42 event 798, je sais pas pourquoi 798. C'est quoi ? C'est aléatoire. Pour ce soir, ça sera 798. Donc, qui est à un meetup OpenStack pour la première fois ici ? Quand même pas mal de monde, bienvenue. Donc, à part pendant les périodes creuses comme les quelques mois derniers, on a l'habitude de se réunir plus ou moins tous les mois, à chaque fois sur un thème défini et particulier. Donc là aujourd'hui c'est la version Mitaka et le Summit d'Austin. Et donc ces meetups sont organisés par nous, enfin un certain nombre de gens qui sont présents ici, c'est-à-dire l'association des utilisateurs francophones d'OpenStack ou le user group OpenStack FR. On est présent à Paris, mais pas que à Paris. Il y a des meetups OpenStack dans d'autres villes en France et même au Canada, à Montréal, en Tunisie, etc. Et donc pour communiquer sur ces événements et pour communiquer aussi sur OpenStack en général, en français, même si vous avez des questions techniques, voilà quelques pointeurs sur les différents canaux. Il y a une mailing list. Si vous voulez être tenu au courant des événements, c'est une manière de recevoir les infos. Il y a un channel IRC sur Freenode. Il y a un site web aussi. Et si vous voulez des infos sur l'asso en tant que tel, parce qu'il y a une asso loi 1901 enregistrée en France, vous allez sur asso.openstack.fr. Donc le programme de ce soir, c'est Romain Guichard, ici, et Brice Trinel, là-bas, qui vont vous parler. Alors Romain va vous parler d'abord du summit et des summits en général. Un summit OpenStack tous les 6 mois, il va vous expliquer à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve, etc. Et Brice se concentrera plutôt sur ce qu'on a appris à Austin, notamment concernant la version Mitaka qui vient de sortir, et tout ce qui va avec. Je voulais remercier d'abord l'école 42 qui nous accueille une nouvelle fois. C'est pas la première fois qu'on vient faire un meet-up ici. Donc merci à l'école 42 et merci à Ozone qui sponsorise le cocktail dînatoire ce soir, juste après la conférence de Brice. Voilà, je vous souhaite un bon meet-up et à tout à l'heure. Avant Romain, c'est Léo qui va parler, qui représente Ozone. Il va dire un petit mot sur le sponsor, qui est Ozone. Et ensuite, c'est Romain. Excuse-moi. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de ne pas vous ennuyer trop longtemps avec des histoires de sponsoring. Mais je pense que c'est quand même important de présenter la société qui paye le repas. Vous êtes peut-être venus pour OpenStack et d'autres pour les burgers. On verra ça juste après. Donc, comme l'a présenté Adrien, on est ici au Meetup OpenStack FR. Donc on remercie bien sûr l'école 42, Ozone et Objectif Libre pour le talk. Alors rapidement, Ozone, une société française créée en 2013, des French Cloud Builders. Donc, on a pour vocation de construire les plateformes cloud sous OpenStack de nos clients. Et on a aussi pour la partie cloud public, on travaille sur AWS. Donc, pour tous les besoins cloud, que ce soit construire une infrastructure cloud ou tout ce qui se positionnera on top of the cloud, Ozone a les compétences pour vous assister. Donc on peut voir d'ailleurs une belle photo de l'équipe Ozone au Summit.
Donc Ozone, création en 2013. Bon, quelques décalages sur les slides. Ce qu'on voit, c'est qu'en 3 ans, Ozone s'est passé de 1 personne à 10 personnes, et un chiffre d'affaires qui est passé de 60 000 euros à, espérons-le, à la fin de l'année, dépasser le million. Donc, on croît tranquillement, mais on n'est pas peu fiers de croître, et on essaye d'avancer en même temps qu'OpenStack. Donc vraiment une expertise à tous les niveaux. Ozone va pouvoir vous proposer de l'audit, de la conception, tout ce qui va être aussi de l'automatisation ensuite, l'implémentation, support et la formation. Alors, une chose qu'on peut noter, c'est que lors du summit d'Austin, la fondation a ouvert les certifications OpenStack Administrateur, et 4 des ingénieurs d'Ozone sont maintenant certifiés par la fondation. Donc, pour vous apporter la meilleure expertise cloud sur OpenStack. En plus de ça, on a vraiment une forte tendance à l'open source. On a rédigé des supports de cours qui sont libres. Ils sont disponibles sur notre site et aussi via GitHub. Donc surtout, n'hésitez pas. Il y a actuellement 4 formations, 2 sur OpenStack, une sur Docker et une qui va combiner OpenStack et Docker. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et on attend vos retours sur ce qui est fait. Vous n'êtes pas plus Amazon que OpenStack. Votre site donne plus que vous êtes Amazon que OpenStack. C'est la remarque. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Alors, vous disiez qu'on était plus Amazon qu'OpenStack sur notre site web. Ouais. C'est sur le site web. Il n'y a pas que ça. Mais on a une forte tendance maintenant à pousser aussi sur l'OpenStack. Voilà. En termes de cloud public, on a fait un choix, en attendant que les grands acteurs proposent une offre cloud public sur OpenStack digne de ce nom. En attendant, on a fait le choix d'AWS. À côté de ça, sur OpenStack, on se positionne vraiment comme des cloud builders, et même si c'est mis en avant, je le note bien, ça va changer. Donc, une expertise complète. Pourquoi ? Parce qu'on parlait des outils ou des technologies, vous le disiez, Amazon, OpenStack, mais ce n'est pas que ça l'expertise d'Ozone. Il faut aussi penser aux personnes, donc l'accompagnement, la conduite du changement, et aussi la modification des processus induites par le cloud. Si vous voulez nous suivre, donc le site ozone.com, qui fait un bel éloge d'AWS, mais pas uniquement, le blog.ozone.com, où on essaye toutes les semaines d'écrire des nouvelles. Si vous voulez nous contacter, contact@ozone.com, et vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ozone recrute. Nous sommes 10 personnes, mais on a vocation à grandir encore. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un bon ingénieur, Amazon, que ce soit avec la technologie OpenStack ou sur AWS, n'hésitez pas à postuler. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, et maintenant je vais laisser la parole à Romain Guichard pour l'organisation du summit, et suivra la présentation de Brice Rinel et ce pourquoi vous êtes venus. Merci beaucoup. Je vous demande juste un tout petit instant, le temps que je me connecte à Internet. J'ai bien récupéré un fichier que j'ai oublié. En attendant, je ne sais pas si vous avez vu sur mon dernier slide, vous avez peut-être pu voir un logo Prod OpenStack Operator. Donc, ça a été designé par Ozone lors du summit. On a essayé de le brander le moins possible. Donc si vous aussi vous êtes des opérateurs d'OpenStack et fiers de l'être, n'hésitez pas, on vous les distribuera. Et sans plus attendre, Romain Guichard. Bonjour à tous. Sur ce premier talk, moi je vais m'attarder à vous expliquer en quoi consiste un summit OpenStack, qu'est-ce qu'on y trouve, à quoi ça sert, quels sont les types de conférences auxquelles vous pouvez assister. On parlera des design summits, des up summits, des conférences classiques dont on a tous l'habitude, qui ressemblent un peu à celles sur laquelle on est actuellement. Et on verra comment l'organisation se passe avant le summit, pendant le summit, et les points qui peuvent en ressortir, et un peu la manière dont vous pouvez contribuer à ces summits. OpenStack, ça reste un projet open source
qui attend des contributions de la part de la communauté en général, que ce soit sur la documentation, sur le code, sur plein d'outils tiers. Les summits sont une autre manière de contribuer à l'amélioration de la solution. Donc, OpenStack, on a un summit 2 fois par an. Jusqu'à il y a 2 ans, tous les summits avaient lieu aux États-Unis. Maintenant, on a des summits qui se passent. Le premier était à Paris, on en a eu un à Vancouver, même si c'est pas très loin des États-Unis, ça reste. On sort du territoire américain. On a eu Tokyo il y a 6 mois, et là, on revenait sur le sol américain à Austin. Donc, l'OpenStack Summit, c'est le moment où on peut rassembler à la fois les développeurs et les utilisateurs. C'est quelque chose qui est quand même bien mis en avant sur le logo du summit. L'idée, c'est que nous, en tant qu'users, chez Ozone, on est beaucoup d'utilisateurs et très peu de développeurs de la solution. Ça nous permet de rencontrer à la fois les développeurs, les gens qui s'occupent des projets OpenStack, qui ont la vision de vers quoi va tendre les projets, quelles sont les améliorations à attendre. Et ça nous permet, nous, de faire des retours, tout simplement. Il y a des choses qui ne marchent pas bien, on aimerait bien que tel projet soit fait, aille dans tel sens. Même si c'est des sujets qu'on peut aborder tous les jours sur IRC, sur les mailing lists, le summit, c'est le moment où on peut rencontrer ces personnes-là et vraiment pouvoir jouer un rôle et apporter des idées, des solutions. Ça prend différentes formes. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir rassembler toute la communauté. On était 7500 personnes à Austin il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant, 2 semaines. 7500 personnes, c'est beaucoup de personnes. Il y a environ 30% de développeurs, 30% d'administrateurs opérationnels. Le reste, ça se partage entre des décideurs, entre des business développeurs, entre différents corps de métier. Mais le but, voilà, c'est vraiment que tout le monde puisse se rencontrer, assister à des conférences, assister à des retours d'expérience. C'est le mot d'ordre qui est mis en avant. Donc voilà ce que je disais. Donc très forte coloration nord-américaine, on va dire. D'ailleurs, Paris n'était pas le premier, Hong Kong était le premier. Hong Kong d'ailleurs, ouais. C'est copie du site officiel, hein, donc c'est une faute chez eux, c'est pas chez moi. Donc 2 par an. Donc Hong Kong, Paris. Maintenant, on essaye de faire, je sais pas si c'est officiel, d'avoir 1 fois par an un summit en dehors du continent américain, en tout cas en dehors de l'Amérique du Nord. On n'a pas eu encore d'Amérique du Sud, mais ça devrait, je pense, pas tarder. Et le 2e summit de l'année qui revient aux États-Unis. Donc cette année, on était à Austin. Austin, c'était aussi le premier summit, qui était aussi le nom de la première version d'OpenStack. C'était un espèce de retour aux sources pour les gens qui ont eu la chance d'être là au premier summit. À titre d'exemple, donc j'ai dit qu'on était 7500 à Austin en 2016. Ils étaient 75 en 2010 à Austin. Donc une augmentation conséquente. Et donc on a eu l'annonce des 2 prochains summits qui sont Boston et Sydney pour 2017. Donc Boston en avril-mai et Sydney pour le mois d'octobre-novembre. Ça change, les dates sont jamais extrêmement fixes. Je reprends les chiffres de Vancouver qui était le summit il y a 1 an. Je prends pas le dernier qui était Tokyo, étant donné qu'il était sur le continent, hors continent américain, et du fait d'être en dehors du continent américain, on avait une affluence qui était moindre, mais je pense que les chiffres sont quand même assez éloquents. Plus de 6000 personnes, on était à 7500. On n'a pas encore les chiffres du nombre de compagnies présentes à Austin, et on n'a pas non plus le nombre de pays représentés, mais on se retrouve dans le même ordre d'idée, environ 1000 entreprises différentes et 55 pays. Je pense pas qu'on ait beaucoup bougé, peut-être sur les entreprises, mais globalement c'est peut-être plus le nombre de personnes qui va changer, et le lieu joue aussi beaucoup. À Tokyo, on était moins. Déjà, la salle dans laquelle on était reçu était moins importante que ce qu'on avait pu avoir, même à Paris ou à Austin. Ça limite. Il y a aussi les trajets qui sont conséquents. Généralement, les summits hors continent américain commencent le mardi au lieu du lundi, histoire que les Américains puissent ne pas subir le décalage horaire. Nous, c'est pas grave, on le prend quand même, mais les Américains, ils aiment pas trop, donc ils aiment bien faire commencer les summits le mardi au lieu du lundi, de façon à ce qu'ils puissent être un peu tranquilles et avoir leur lundi en repos. Donc, les stats, encore une fois, c'est sur le summit de Vancouver.
Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'Américains. J'aurais bien voulu retrouver les chiffres de Tokyo, je les ai pas retrouvés. Mais on avait une population américaine qui était quand même moins présente. L'Europe est quand même plutôt bien représentée. À Paris, elle l'était encore plus. Encore une fois, pour des questions de budget, de temps de vol et d'absence au niveau de l'entreprise. Et au niveau de la coloration, au niveau des métiers, finalement, on pourrait penser que c'est majoritairement des développeurs qui viennent pour participer au Design Summit, pour préparer la nouvelle version, pour faire ces choses-là. En fait, non. On se rend compte que c'est 20% pour les développeurs, on a un petit 15% pour les opérations, et finalement la product stratégie, le management, l'architecture prend une place qui est quand même relativement conséquente, et on retrouve en dernier la partie marketing, décideurs, les CTO, les CEO, les commerciaux, qui maintenant commencent à se faire une place relativement importante sur les summits, étant donné que on commence vraiment à avoir un événement qui est complet, où c'est pas juste des techs qui se réunissent. Il y a du business, il y a des entreprises qui viennent présenter des produits qui tournent autour d'OpenStack, des produits qui vont faire du load balancer et service, qui vont faire de la database. Voilà, il y a un écosystème relativement important qui se construit autour d'OpenStack et qui est présent lors de ces summits et qui viennent présenter des solutions, les vendre. Donc on a vraiment... il y a un intérêt technique pour se tenir à jour, pour jouer un rôle dans la communauté, mais il y a un intérêt commercial et marketing pour soit vendre son produit, soit pouvoir aller chercher de nouvelles solutions qu'on n'a pas, sur lesquelles on n'a pas les capacités à développer. Donc il y a vraiment un double intérêt à aller à ces événements-là. Donc le summit, c'est deux choses. C'est le début d'un cycle, parce que quand le Summit Austin a eu lieu, on a lancé, alors ça ne pas exactement en même temps, mais en tout cas, le prochain cycle d'OpenStack qui est Newton a commencé après le Summit. Le Summit sert à préparer cette version et à décider des orientations qui vont être prises. Et le Summit marque aussi la sortie de la nouvelle version qui était Mitaka cette fois-ci. Donc c'est une espèce de jalon sur lequel... on aborde les nouveautés et on prépare les prochaines qui sortiront 6 mois plus tard et on recommence. On verra un peu plus tard que ça va plus être tout à fait vrai dans le futur, notamment en 2017. Il y a des discussions en cours pour changer ce mode-là. Donc ce summit-là, il y a notamment deux parties qui sont importantes, c'est les design sessions et les obsessions. Les design sessions, comme leur nom l'indique, permettre de designer le projet, de décider de qu'est-ce qu'on va mettre dans les nouveaux services, quelles sont les améliorations qu'on veut y apporter. Donc il y a un travail en amont à faire pour préparer ces sessions de travail, parce que ce sont des vraies sessions de travail dans lesquelles chaque project leader a besoin de préparer les sujets qui vont être abordés, si des développeurs veulent apporter ou aborder des points particuliers, modifier une partie de Neutron qui ne plaît pas à tout le monde. On voudrait un nouveau paradigme, on voudrait une nouvelle fonction qui nous intéresse. Ce sont des sujets qui sont préparés à l'avance, qui sont discutés, on choisit lesquels seront abordés, lesquels ne seront pas abordés, et ça fonctionne comme ça. Donc le premier point, ce sont les élections des PTL. Donc le PTL, c'est le Project Team Leader. Il y en a un pour chaque projet OpenStack. Quand je dis chaque projet, c'est tous les projets. On parle de la documentation, on parle de la traduction, on parle des outils OpenStack qui sont utilisés pour builder OpenStack. Donc on peut parler des modules Puppet, des Playbook Ansible, de chaque service OpenStack. Les 18N, c'est la partie traduction. L'OpenStack client qui sert à manager l'infrastructure. Tous ces projets-là disposent d'un PTL qui est élu par les personnes qui participent à chaque projet. Donc si vous êtes contributeur sur Neutron, vous pouvez élire le PTL de Neutron. Généralement, les élections sont assez simples. Dans la dernière release, je crois qu'il n'y a eu que 6 projets sur lesquels il y a vraiment eu un choix fait entre 2 personnes. Donc les élections sont... le système utilisé, c'est le système de Condorcet. Pour expliquer très simplement, ça permet si vous avez 4 personnes, vous classez les personnes dans l'ordre de préférence, du préféré au moins préféré. Et
Après, ça se fait forcément via l'ordinateur. Ça calcule la personne qui a le plus de fois été premier avec des systèmes de poids et ça permet d'élire les personnes. Il n'y a jamais plus de 2 personnes qui se présentent pour un même poste. Généralement, les PTL sont renouvelés assez régulièrement. Quand les gens veulent changer, ils décident de changer et ils renoncent à se présenter pour un deuxième mandat. Mais la plupart du temps, les personnes sont renouvelées. Il me semble qu'on a 5 PTL français d'un peu tous les pays. On a un qui travaille au Canada, on en a plusieurs qui sont en France, d'autres qui sont aux États-Unis. Donc voilà, c'est des personnes qui sont intéressantes à rencontrer, qui sont relativement très faciles d'accès, parce que leur travail, c'est pas juste d'être le dev principal, le lead dev, c'est vraiment de fédérer la communauté autour d'un projet, d'écouter les avis de chacun, voilà, je pense que faut être très ouvert d'esprit, il faut aimer organiser, il faut aimer gérer une communauté, il faut animer les meetings sur IRC, il faut animer les réunions avec les autres projets quand il y a des travaux qui sont cross-projets. Je pense à, par exemple, je sais pas, Neutron qui gère le réseau et puis Courir qui gère le réseau avec les conteneurs. Je pense que ce sont des projets où les PTL ont intérêt à faire travailler les communautés entre elles pour avoir une bonne synergie et que les projets ne partent pas chacun dans une direction et qu'on garde une espèce de cohérence dans l'avancement des projets. Donc il y a un nombre important de contraintes qui s'appliquent à ces PTL. Ils ont finalement, comme tout le monde, des comptes à rendre à la fondation sur l'avancement de leur projet, sur les milestones qu'ils doivent respecter, sur les services et sur les fonctions qu'ils veulent délivrer au bout des 6 mois, qui marquent la fin des cycles. Donc pendant le summit, le PTL organise sa 10e session, c'est-à-dire qu'il va lui-même faire les demandes des salles dont il a besoin, en fonction du nombre de personnes qu'il va recevoir, en fonction des sujets qui vont être abordés. Ça peut être des sujets qui vont être travaillés en petits groupes ou sur des assemblées qui sont un peu plus conséquentes. C'est assez complexe puisque il y a, je sais pas, peut-être une trentaine de PTL à vue de nez, j'ai pas le chiffre exact. Forcément, les salles qui nous reçoivent pour les summits sont pas extensibles à l'infini. Généralement, ce sont des hôtels, puisque ça nous permet d'avoir des salles très grandes pour les keynotes du matin et avoir des salles plus petites pour les sessions de travail. Il y a un scheduler qui permet de valider que tout le monde puisse avoir sa salle avec la taille qui l'intéresse. Et quand il y a des conflits, c'est géré manuellement. Mais chacun essaye de demander les ressources nécessaires pour qu'ils puissent travailler correctement. Ce sont des événements où les développeurs ne se voient que 2 fois par an. Je pense que c'est important de ne pas rater ces événements, que ça soit bien organisé et que les développeurs et opérationnels puissent travailler dans des conditions qui font avancer. Je suis assez partisan perso du fait qu'on travaille mieux quand on se voit en réel plutôt que toujours sur IRC. Il y a un moment, on avance plus vite en confrontant les idées. On verra un peu comment se passent les dernières sessions et on verra, de toute façon je pense assez explicite, que c'est plus facile et on avance beaucoup plus rapidement d'un genre de session. Donc, quand je parle des talks, ce qu'ils appellent les breakout sessions, donc ce sont des conférences classiques comme celle-ci. Vous proposez un sujet, n'importe lequel, ça peut être un retour d'expérience, ça peut être une implantation d'un module particulier, ça peut être un workaround parce que OpenStack ne fournit pas la solution et que vous voulez quand même avoir la fonction. Donc vous proposez des talks. Les ouvertures se font environ 3-4 mois, peut-être un peu plus, peut-être 4-5 mois avant le début du summit. Vous êtes limité à 3 par personne. Il y en a 1500 qui ont été reçus pour le dernier summit. J'ai pas noté combien il y en avait qui étaient effectués, mais environ il y en a 7-8 par heure pendant toute la journée, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses à voir. Quand vous y allez, vous devez préparer les sessions auxquelles vous voulez assister, parce que vous ne pourrez jamais assister à tout en même temps. Il y en a 8 en même temps par heure dans des bâtiments différents. C'est juste pas possible de penser tout voir. Heureusement, tout est filmé et tout est enregistré, donc vous pouvez les retrouver généralement le lendemain. C'est plus souvent à la fin du summit que elles sont toutes mises en ligne. Mais voilà, vous avez beaucoup de sujets qui sont abordés,
de niveaux différents. Généralement, elles sont classées par ordre de difficulté. Les ordres qui sont débutants, intermédiaires et experts, je crois. Les talks qui parlent d'expertise, ce sont des conférences qui mêlent plusieurs projets ou des use cases qui sont très particuliers et qui sont liés à des entreprises. Vous pouvez les proposer en tant que personne individuelle, comme vous pouvez les proposer sous le nom de votre entreprise. Pas de limite particulière et pas de conditions. Donc 1500 talks, je ne sais plus combien il y en a qui sont pris, mais voilà, il faut quand même en éliminer une partie. Donc la fondation détermine des track chairs qui permettent de donner, de ne pas léser certains sujets vis-à-vis d'autres. En ce moment, sur OpenStack, on a beaucoup de sujets qui tournent autour des conteneurs, par exemple. Je pense que la fondation veut éviter que 90% des sujets tournent autour des conteneurs et qu'on oublie de parler de services plus simples comme Nova ou comme Glance, qui sont finalement aussi importants. Donc, il y a des orientations qui sont données par la fondation et qui permettent de filtrer. Et si on propose 300 talks sur les conteneurs, la fondation peut décider finalement on n'en prend que 100. Et puis c'est tout. Les autres seront refusés parce que par manque de place, par manque de disponibilité, et puis pour un peu égaliser les sujets qui seront abordés pendant le summit. Il y a un vote qui est soumis à la communauté. Le vote est purement informel. Il permet de valider que les track shares ont été bien choisis et qu'on n'a pas pris trop de sujets, par exemple sur Cinder et pas sur Neutron. Mais la décision reste entre les mains de la fondation et finalement c'est presque un des seuls sujets où la communauté n'a pas totalement son mot à dire, contrairement à l'élection des PTL ou au choix des noms des versions qui sont aussi soumis au vote et le lieu des summits par contre et à la discrétion de la fondation évidemment. Donc, ça c'est ce qui se passe avant le summit, c'est choisir les talks, les faire voter, en tout cas choisir ceux qui seront effectués pendant le summit et ceux qui seront malheureusement rejetés, et la préparation par les PTL de leur session. Pendant le summit, on a la première chose qui est la traditionnelle keynote du lundi et du mardi matin. En général, elles sont ouvertes le lundi par Jonathan Bryce, qui est le directeur exécutif de la fondation, et le mardi par Marc Collier, qui est le directeur des opérations, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils vont faire venir sur scène différents sponsors du summit. On va retrouver notamment beaucoup d'acteurs locaux. Au Japon, on avait Yahoo Japan qui était venu sur scène, on avait NTT qui était un telco japonais. Donc c'est le moment où on met en avant des initiatives au niveau d'OpenStack. Donc ça va être des entreprises qui ont implémenté OpenStack à un niveau relativement important. Cette année, on avait AT&T, l'opérateur américain qui a présenté son implémentation. On a eu Volkswagen, on a eu le Gartner qui est venu faire une présentation un peu plus on va dire non technique sur le sujet, en expliquant une chaîne de valeur, de choses un peu plus qui sont plutôt liées au Gartner. Donc voilà, c'est de la mise en scène, c'est un petit spectacle à part entière. C'est vraiment intéressant, c'est qu'on a aussi des démos qui sont faites. On a eu des démos à Tokyo sur un nouveau projet fait par Rackspace par exemple. Ça marche plus ou moins bien. On a eu des ratés de démos en live l'année dernière, il y a 6 mois. Cette année, pas trop de problèmes. Ça dure 2 jours, le lundi matin et le mardi matin. Ça dure quelques heures. C'est pas spécialement nécessaire d'y assister, mais c'est toujours agréable à voir et à entendre. Surtout que c'est le moment où les annonces des prochains summits sont effectuées, ou les annonces liées à OpenStack en tant que projet. Et voilà, je l'ai déjà dit. Et le dernier truc, le Super User Award, qui est un prix décerné par la fondation à un contributeur majeur d'OpenStack. Alors, quand on était au Japon, c'est une boîte japonaise qui a gagné, et quand on était à Austin, c'est une boîte texane qui a gagné. Voilà. Donc on verra à Barcelone, c'est des Espagnols. C'est pas spécialement important comme award, mais c'est quand même décerné tous les ans. Donc les breakout sessions, donc c'est des conférences relativement classiques dont vous avez sûrement l'habitude d'en avoir vu
ailleurs. C'est standard, c'est des salles relativement petites, enfin relativement petites, façon de parler par rapport au keynote en tout cas. En fonction des sujets, si on sent que ce sont des sujets qui intéressent beaucoup de personnes, notamment sur les conteneurs par exemple, les salles sont relativement grosses, on tient, je sais pas, peut-être une bonne centaine de personnes sans problème dans les salles. Et on a différents types de talks, voilà, retour d'expérience, d'époque, des workarounds, enfin ça peut aller très très loin. Il y a vraiment de tout, pour tous les niveaux, sur tous les projets. C'est pas forcément... il y a des très peu techniques. On n'est pas obligé d'avoir des sujets qui sont extrêmement techniques. Des fois, ça va seulement être voilà, comment j'ai géré ma gestion de mes images avec mon stockage, quel type de stockage j'ai utilisé. Voilà, j'ai fait un bench de différentes solutions de stockage entre CF, de solutions propriétaires. Voilà. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Le problème, c'est qu'ils sont relativement tous intéressants. Et encore une fois, vous ne pouvez pas assister à tout parce qu'on a 8 par heure. Donc ça vous limite. C'est la majeure partie des sessions qui ont lieu pendant le summit. Ça a lieu du lundi après la keynote jusqu'au jeudi soir. Et donc ça a lieu de environ midi jusqu'à 17h pendant 4 jours. Encore une fois, je pense que si vous allez à ce genre de session, il faut le préparer avant, préparer votre emploi du temps. Si vous êtes plusieurs de votre boîte à y aller, répartissez-vous les tâches. Vous n'aurez pas le temps de tout voir. Donc l'intérêt, c'est quand même d'envoyer vos collègues. Si vous êtes deux à aller à la même session, c'est pas spécialement intéressant. Le but, c'est quand même de répartir les tâches et de voir le plus de choses possible. Même si, encore une fois, tout est disponible en vidéo très rapidement et vous pouvez les revoir. Si vous avez des questions à poser au conférencier ou juste envie de discuter avec lui à la fin de la session, si vous n'étiez pas, vous aurez peu de chance de le retrouver plus tard. Donc presque la raison d'être des summits, c'est le Design Summit. Le Design Summit, c'est encore une fois l'endroit où on va décider des orientations que seront prises pour chaque projet pour les 6 mois qui vont suivre. Donc les design sessions, ce sont des sessions de travail. Il y a plusieurs, on en a 3 types, les fishbowl, les worksessions et les contributeurs meetup. Les fishbowl sessions, tout le monde peut y assister. En général, c'est une grande salle. Il y a un ordre du jour qui est défini à l'avance, que vous retrouvez sur un Etherpad sur le site du site openstack.org. Vous pouvez ajouter vous-même les sujets que vous voulez voir abordés dans cet Etherpad-là. On essaye de tout aborder en fonction du temps. Par contre, ce n'est pas l'endroit où vous allez apprendre à utiliser ou à comprendre comment fonctionne un service OpenStack. Si vous n'avez jamais entendu parler de Magnum et que vous allez à la design session de Magnum, vous n'allez rien comprendre. Si vous n'avez pas déjà travaillé un minimum avec le projet en question, ça ne sert à rien. Les discussions vont très très vite. Les gens qui discutent sont généralement la petite dizaine de développeurs de chaque projet. Les questions sont pointues sur la fois l'utilisation de la solution, la fois sur le code. Il faut connaître le projet. Si vous avez déjà contribué, c'est pas mal. Ça permet de comprendre certains problèmes qui sont posés. Voilà, les worksessions et les contributeurs meetup. Donc les worksessions, ce sont des fishbowls en plus petits. En général, c'est une petite vingtaine de personnes, pas plus, qui travaillent sur un sujet précis d'un projet. Je sais pas, comme ça, sur Neutron, donc le service réseau, ils vont travailler juste sur la partie L3 par exemple. C'est n'importe quoi, ça peut être autre chose. Donc ce sont des sessions très construites sur un sujet donné. En général, seuls les développeurs du projet y participent ou vraiment les gens qui ont un sujet à soumettre. Et les contributeurs meetup, ça se passe le dernier jour du summit. Et donc là, c'est plus une rencontre générale. Il n'y a pas d'ordre du jour de défini à l'avance. Généralement, l'ordre du jour a évolué un peu au cours de la semaine. Il y a un Etherpad, encore une fois, qui circule. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez apporter un questionnement que vous n'avez pas le temps d'aborder ni en fishbowl ni en worksessions. Voilà, il n'y a pas d'ordre du jour. C'est plus presque un récapitulatif. Il y a plusieurs sujets qui sont abordés. C'est pas très précis et c'est pas défini à l'avance. Non, c'est pas bon, excusez-moi. Alors,
alors j'ai dit que c'était une obsession, mais ça ressemble plutôt à une design session. Donc vous avez un interpad sur le vidéoprojecteur, toujours sur cette forme d'amphithéâtre, d'arc de cercle. Généralement, la personne qui parle, soit il y a un micro qui se déplace, soit il y a un micro sur un pupitre et vous déplacez pour poser votre question de façon à ce que ce soit enregistré et que tout le monde entende. Quoique je suis pas sûr que ce soit enregistré les options, ni les designs d'ailleurs. Et donc je disais tout à l'heure que le rythme des designs des summits ne va pas changer. Par contre, il y a des réflexions qui sont faites sur les design summits. Le problème, c'est que se rencontrer 2 fois par an, c'est pas suffisant. Ça permet pas d'aborder tous les sujets qu'on voudrait aborder en une semaine. Des fois, il y a des gens qui partent plus tôt, des fois, des gens qui arrivent plus tard. Et puis, il y a des fois des développeurs qui auraient besoin d'accéder à plusieurs design sessions en même temps. Donc, il y a des réflexions qui sont faites au niveau de la fondation pour splitter les design summits des summits en tant que tels et de faire ce qu'ils appellent des projecting gathering. Donc, c'est pas encore en place, c'est en discussion. On sait qu'ils ont discuté avant le summit et pendant le summit au niveau de la fondation, du technical committee et de l'user committee, mais pour l'instant, il n'y a rien de clairement défini. En tout cas, ils parlent de faire des mid-cycles, c'est-à-dire de faire 1 ou 2 réunions avant le summit pour que les développeurs aient le temps de se réunir en plus petits comités, pas forcément tous dans la même ville, chacun où ça arrange le plus de monde. Ça sera sûrement aux États-Unis. Donc voilà, le but c'est de permettre aux développeurs d'avancer un peu plus vite et de se rencontrer plus souvent que seulement pendant la semaine, pendant les 2 semaines par an de design session. Donc depuis, je crois que ça a commencé à Tokyo, il n'y en avait pas avant, on a les Ops sessions, donc ça c'est bien, c'est une espèce de reconnaissance du travail des Ops sur OpenStack, parce que finalement développer c'est bien, mais l'intégrer chez les clients, c'est pas que c'est mieux, mais c'est quand même nécessaire pour promouvoir la technologie. On retrouve le même système que les design sessions, le même type d'espace, tout le monde encercle autour d'un modérateur. Voilà, ça c'est 4 sujets qui étaient présents à Austin. Et là, chacun peut alors dans le conteneur en OpenStack, le speaker va juste demander au début qui veut prendre la parole, qui veut expliquer comment il travaille, comment il sert des conteneurs dans OpenStack. Voilà. Et chacun prend la parole, explique est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a implémenté, avec quelle technologie, est-ce que c'est du Docker, est-ce que c'est du LXC. Et les gens peuvent soit lui poser une question, soit apporter leur propre retour d'expérience. C'est assez interactif. Et on sait bien, c'est qu'on se rend compte qu'on a un peu tous les mêmes problèmes avec OpenStack quand on en est en prod. Donc ça permet d'avancer assez rapidement sur certains points de blocage qu'on a pu avoir dans son travail quotidien. Donc rien de particulier. Encore une fois, les sujets sont relativement variés et ces sujets-là peuvent être proposés de la même façon que les sessions design. Et l'espace de vie du summit, donc c'est le marketplace. Donc c'est assez commercial le marketplace. C'est chaque entreprise a son stand, plus ou moins gros en fonction du prix qu'elle a payé. Ça permet de rencontrer les gens de chez Red Hat, les gens de chez SUSE, les gens de chez HP, les gens de chez F5, enfin plein d'entreprises qui proposent des services sur OpenStack, qui proposent du cloud public, qui proposent des solutions de load balancer, qui proposent plein de choses. Il y a des démos qui sont effectuées sur certains projets, il y avait des démos sur Datadog qui fournit de la supervision par exemple. Vous pouvez facilement aller rencontrer des gens qui proposent des technologies que vous auriez peut-être pas connues autrement. Il y a tous les ans des nouvelles qu'on connaît pas et qu'on voit émerger. C'est relativement sympa parce qu'on peut vraiment rencontrer des commerciaux d'autres entreprises. C'est assez interactif et évidemment chaque stand essaye de rivaliser avec les autres au niveau des goodies. Il y a des spécialistes, notamment français, pour aller ramasser les goodies dès le début du summit. Erwan n'est pas là mais il se reconnaîtra. Il y a des trucs très sympas à obtenir au niveau des goodies. Et cette année, j'en ai pas parlé, mais cette année, il y avait un truc un peu particulier. Rackspace, HP et Intel, je crois, avaient un stand en dehors du marketplace. Ils avaient quasiment réservé un bar complet en face du summit, sur lequel vous pouvez vous restaurer.
il me semble qu'il y avait des jeux aussi chez Rackspace. Donc voilà, chaque entreprise essaie un petit peu de surpasser les autres, que ça soit au niveau des goodies, que ça soit au niveau des démos qui sont faites, que ça soit au niveau... il y avait des jeux, des fois, HP faisait un jeu où il fallait répondre à des questions sur leur solution et Lyon. Voilà, il y a un peu de tout. Et c'est relativement sympa. Et le café est gratuit et illimité. Et donc, le summit, c'est une chose. La design session, les obsessions, c'est important pour que la communauté travaille et qu'on puisse continuer à avancer. La fondation organise une soirée officielle, généralement le mardi, donc qui est sponsorisée par les gros contributeurs d'OpenStack, HP, Rackspace, Intel, Cisco en tête de liste. Cette année, ils avaient réservé une rue. Ils avaient privatisé une rue dans Austin où tous les bars étaient en open bar. Voilà, sympa. À Tokyo, on est dans un jardin japonais qui était absolument superbe. Voilà, c'est les petits côtés en plus du summit qui sont relativement sympas. Ça permet de se réunir, nous les francophones, mais aussi des collègues qu'on a pu rencontrer dans notre travail, dans un contexte qui n'est pas un contexte de travail. C'est intéressant. C'est vraiment des moments qui sont relativement sympas à passer dans des pays des fois qu'on n'a pas forcément la chance de visiter, ou pas le temps, ou pas l'argent, ou les deux. Et l'association OpenStack FR organise aussi le jeudi. Généralement, ça se base, c'est un restaurant typiquement local en général, donc un steakhouse à Austin évidemment, qui peut s'éterniser ou pas dans des bars en fonction des gens qui sont présents, en fonction de plein de choses. Et c'est vraiment intéressant que la communauté francophone puisse se retrouver dans un contexte qui n'est pas un contexte de travail, parce qu'on fait tous le même métier, on a tous les mêmes problématiques au travail, et finalement on se connaît quand même relativement tous au moins de vue, donc ça permet de rencontrer malheureusement oui ses concurrents, mais finalement on peut quand même aller dans un bar et puis boire ensemble en étant concurrent. Personne n'a jamais empoisonné une personne jusqu'à présent, donc c'est plutôt bon enfant je pense ces événements là, et c'est tout pour moi. On fait les questions maintenant ou on passe directement à une ou deux questions s'il y a alors. T'as un micro derrière toi. Bonjour, moi c'est juste une petite question relative parce que j'ai remarqué qu'il y avait deux types de passes différents pour le summit. Et j'aimerais bien si c'est possible de savoir après c'est quoi vraiment la différence entre ces... Exact, j'en ai pas parlé du tout effectivement. Il y a deux passes, donc il y a le full pass qui est le pass qui donne accès à tout ce que je vous ai montré, absolument tout, sans aucune restriction, qui donne aussi accès au repas du midi. Et il y a un pass qui est un pass qui permet d'accéder uniquement au keynote et au marketplace. Vous n'avez pas accès aux design sessions, aux obsessions et à toutes les breakout sessions, donc qui sont sans ça vous perdez 80% du summit à peu de choses près, et notamment la partie qui est intéressante. À Tokyo ils n'avaient pas fait de semi-pass, je crois pas. Ils l'ont remis à Austin, donc pour un ordre de prix, quand les passes sont ouverts à la vente, le pass complet coûte $600, le pass avec 80% en moins doit coûter 300, un truc comme ça. Clairement, faut prendre le full pass. Enfin, il n'y a aucun intérêt à faire le voyage jusqu'à Austin ou à Tokyo. C'est pour accéder au marketplace et juste au keynote. C'est pas là où vous aurez les infos que vous voulez. C'est pas là où vous allez apprendre des choses. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Je n'ai pas parlé de non plus. Les gens qui contribuent à OpenStack bénéficient d'un full pass gratuit. Il suffit de faire un commit pendant le cycle précédent, pendant les 6 mois qui précèdent, et vous recevez un voucher de $600 qui vous permet d'acheter le pass de façon gratuite. Ouais, mais un vrai commit quoi. Un vrai commit, ouais. Ça peut être une typo dans la doc, techniquement. C'est une sorte de quantité, pas de qualité, malheureusement. Ça aussi, c'est en discussion pour que forcément les développeurs sont plus avantagés que les ops là-dessus, puisque eux ont plus d'opportunités pour contribuer que les ops qui peuvent contribuer à la doc ou à la traduction ou à d'autres choses. Mais voilà, c'est des discussions qui sont aussi en cours pour reconnaître le statut d'ops un peu plus que ce qu'il est maintenant. Il y a des discussions en cours sur la mailing list OpenStack Community ou Fondation, je sais plus, des deux. C'est à suivre.
ça changera, je pense, après Barcelone. Donc voilà, à suivre. Je suis pas sûr. Ok, on verra. Alors le Travel Support Programme, c'est un programme qui est mis en place par la fondation. Si vous êtes contributeur OpenStack et que donc on vous paye le ticket d'entrée au summit, par contre quand c'est à Tokyo et que vous êtes français, c'est à peu près 900 € de billets d'avion, c'est une semaine d'hôtel ou de Airbnb ou un autre moyen de logement. Super. Et le Travel Support Programme permet, selon des critères, donc il y a des places limitées, que la fondation finance le voyage et l'hôtel des contributeurs qui en font la demande pour que ceux-ci, en tant que contributeurs, puissent quand même participer à la communauté, puissent participer à leur design session en fonction du projet sur lequel ils ont contribué. Voilà, c'est une aide financière apportée par la fondation pour les contributeurs OpenStack. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors on a eu un retour de nos collègues d'Ozone sur qu'est-ce qu'un summit. Pour briser la glace aujourd'hui, moi c'est mon premier meet-up. J'ai pas peur, ça va bien se passer. Alors je vous raconte vite fait l'histoire. J'ai changé de job, 4 avril, c'est cool, hein, on change de travail, c'est plutôt sympa. Mon nouveau boss me dit, voilà, il y a l'OpenStack Summit, faut que tu viennes avec nous. Écoute, OpenStack Summit, je connais pas, pourquoi pas, quoi. Donc, pour mon billet d'avion, on part à Austin, 15 jours, enfin une semaine, et je reprends mon vol retour, hein, on n'avait pas le même vol, et là il m'appelle, il me fait, bon Brice, tu fais quoi le 11 ? Le 11, je sais pas, je bosse, hein, si tu veux, c'est mon nouveau job. Le 11, tu vas faire ton meet-up. Mais je fais pourquoi ? J'ai un petit problème de calendrier. Tu vas faire le meet-up. Je dis, mais comment je vais faire le meet-up ? Il y a une énorme assemblée, il y a plein de gens qui sont beaucoup plus techniques que moi. Je suis un simple avant-vente. Non, ça va très bien se passer. Donc me voilà devant vous pour ce premier meet-up que je vous présente. Donc soyez indulgents sur la technicité des propos que je vais essayer de tenir. Donc comme je vous l'ai dit, je fais de l'avant-vente et non pas... Je ne suis plus, ou je l'ai été, ingénieur système. Voilà, il se peut qu'il y ait certaines questions que je ne puisse pas vous répondre. N'hésitez pas, il y a mon mail, on pourra y répondre dans un deuxième temps. Donc je vais essayer d'être assez rapide parce qu'on a tous très faim, on a tous envie de boire un coup. Donc voilà pour cette petite introduction. Alors, je vais vous présenter rapidement ce qu'on a vu. Donc, dans un premier temps, je ferai un mini talk sur 2 slides sur ce qu'est Objectif Libre, ce qu'on fait dans la communauté. On passera dans un deuxième temps à vous présenter ce qu'on a vu et ce qu'on a retenu. Alors, il y avait, comme il l'a dit, énormément de sessions. Donc, qui dit beaucoup de sessions, on ne peut pas tout vous présenter. Donc, moi, j'ai fait une petite synthèse de trucs qu'on a trouvé plutôt sympathiques à vous présenter lors de ce talk. Et sur le dernier point, on viendra vraiment sur une ouverture, sur les tendances qu'il peut y avoir dans le marché. OpenStack, c'est bien, mais il n'y a pas que OpenStack. Il y a plein de produits connexes aujourd'hui qui sont en train d'exploser. Et on va essayer de vous expliquer un petit peu ce que nous, on trouve, quels sont les produits qu'il faudrait sûrement garder sur de la R&D pour les mois à venir. Alors, rapidement, Objectif Libre, SS2L, on est 12 personnes, on travaille à Toulouse où il y a le siège. Le PDG de cette structure s'appelle Christophe Sautier, c'est quelqu'un qui a été pendant 6 ans membre de Ubuntu France. D'accord ? Donc on est vraiment dans une mouvance libriste, donc on ne fait pas d'Amazon, désolé pour ceux qui faisaient tout à l'heure et qui ont fait la remarque sur Amazon. Nous ne faisons que de l'open source. D'accord ? Aujourd'hui, on fait de l'open source et donc on parlait de PTL. On a un PTL et on a même eu un award sur une des personnes qui travaillent dans mon équipe qui contribue à faire des reviews sur effectivement la doc sur OpenStack. Je suis allé à l'OpenStack Summit gratuitement parce qu'effectivement, nous faisons des commits. Vous voyez, donc c'est intéressant de faire des commits. Donc aujourd'hui, Objectif Libre, donc c'est 12 personnes, 50% des effectifs travaillent autour d'OpenStack et font de la contribution sur OpenStack. Donc j'insiste bien sur ce terme, on contribue à ce projet, on y croit, et au-delà de ça, vous allez voir que nous-mêmes, on développe un projet pour la communauté OpenStack. Donc après, c'est assez traditionnel, on va rencontrer des entreprises, on va plutôt sur la phase d'audit, conseil, quelqu'un les accompagner dans une mouvance vers du cloud, vers une mouvance DevOps. On entend beaucoup ce mot, c'est très à la mode, comme le cloud. Mais pourquoi on fait du DevOps ? Pourquoi on fait du cloud ? On va essayer de leur expliquer quel est l'intérêt de les emmener
dans cette direction. Ensuite, on va livrer des projets, donc traditionnels, phase de build. On va développer, faire du développement sur mesure, parce qu'aujourd'hui, on intègre de l'OpenStack, mais on va intégrer des solutions connexes. On est en train de travailler pour un groupe bancaire sur une solution de SDN, ça s'appelle Nuage Networks d'Alcatel. C'est propriétaire. Ah oui, mais on travaille, le client dit, voilà, on veut intégrer ce projet-là, c'est un SDN, est-ce que vous pouvez le faire? Effectivement, on peut le faire. On peut adapter des projets pour nos clients. Ensuite, effectivement, il va y avoir cette phase de run où on va faire le support de ces infrastructures qu'on va mettre en œuvre chez nos clients et on va les accompagner. On est connu, pas que pour ça, mais on est connu pour de la formation. On a formé à peu près 3000 personnes sur tout l'écosystème que je viens de vous présenter, qui va être donc la partie cloud, la partie indus, donc que ce soit du Ansible, que ce soit du Chef, du Puppet, du Salt, et puis toute la partie conteneur. On entend beaucoup parler de Docker depuis assez longtemps. Il y a du Docker et il y a aussi plein de choses autour de Docker qui peuvent être très intéressants. Donc voilà comment on accompagne nos clients et on est membre de quelques associations et d'incubateurs. Donc Systématique et DigitalPlace, ce sont des incubateurs qui vont favoriser le développement du logiciel libre. C'est avec des associations comme ça que le logiciel libre est là aujourd'hui et sera là demain parce que les gens y contribuent, les gens y croient. Et c'est ça qui fait la force de l'open source. Si vous n'aimez pas l'open source et que si vous n'avez pas à avoir la capacité de pouvoir faire ce que vous voulez avec du logiciel, faites autre chose. Mais c'est ça le concept de l'open source, c'est de pouvoir modifier quelque chose qui nous est mis à disposition gratuitement. Et après, on est membre de 2 associations qui sont l'April et Solib, donc c'est vraiment le milieu associatif sur lequel j'insiste aussi. Donc je disais tout à l'heure en introduction, 50% des effectifs, on contribue au projet OpenStack, on fait et on développe un projet sur lequel on est PTL qui s'appelle CloudKitty. Alors c'est joli, c'est un joli chat, mais c'est pas que un joli chat, c'est un outil qui permet d'aider à faire de la facturation dans le cloud. Si vous utilisez de l'Amazon, vous avez votre petite calculatrice Amazon et vous calculez votre coût d'infra. Bon, ça ne marche pas toujours, mais ça vous donne un estimatif. Avec CloudKitty, ce n'est pas une calculatrice Amazon, mais ça vous permet de pouvoir brancher cette solution-là sur une API, donc je vous expliquerai un petit peu plus loin, et qui vous permettra de faire de la facturation. Donc on contribue énormément. Donc j'ai dit tout à l'heure un award. Aujourd'hui, c'est 100 clients qui ont travaillé avec nous, et donc c'est plus de 3000 personnes qu'on a formées. Voilà. J'ai terminé avec les trucs, on va dire, commerciaux, hein, pas très intéressants pour vous, j'imagine, mais on va passer dans le vif du sujet. Alors, retour de Mitaka, pour ceux et celles qui veulent avoir plus d'infos, l'intégralité de toutes mes sources sont sur ce site-là, sur le site où il y a toutes les releases. Vous pouvez voir produit par produit, API par API, tout ce qu'il y a eu comme nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées. Vous pouvez lire l'intégralité, tout est généré, il y a de la doc, c'est vraiment agréable à lire. Hein. Je le dis pas parce que je le pense pas, parce que je le pense vraiment. Donc il y a vraiment plein de choses intéressantes. Vous pouvez retrouver, comme le disait tout à l'heure Romain, l'intégralité de toutes les vidéos. Donc moi je suis content, je suis à l'OpenStack Summit, c'était cool, mais il y a des vidéos qu'on n'a pas pu voir. Il y a des vidéos où des fois ça va très vite, parce qu'ils parlent très vite, des fois les Américains. Ils font pas d'efforts, hein, pour les petits Frenchies comme nous qui sommes des fois pas très forts en anglais. Et ben, il y a la capacité de pouvoir les revoir en offline. Et puis nous aussi on fait un blog comme Ozone sur lequel on a mis nos retours de ce qu'on a vu pendant l'OpenStack Summit. Donc tous les soirs, hein, comme eux, on écrivait des articles pour vous essayer de vous faire vivre et de vous expliquer ce qu'il y avait pendant cette session d'une semaine. Voilà. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure on a parlé les keynotes. Alors c'est vrai que les keynotes c'est très orienté commerce, c'est très orienté use case, c'est le show, c'est à l'américaine. Néanmoins, le premier keynote du lundi matin, la première personne c'était Donna Scott. Alors Donna Scott, moi je connais pas, hein, mais Donna Scott, son titre c'était marqué VP Gartner. Alors Gartner, c'est quand même un indicateur, c'est des gens qui vont vous dire ou pas ce qu'il y a de bien dans l'informatique et qu'est-ce qu'il va y avoir dans les nouveautés qu'il va y avoir et qu'il va falloir suivre. Le Gartner a été plutôt défavorable à ce que faisait OpenStack, ne suivait pas, pour eux c'était une expérience mathématique, il y avait peu d'intérêt, il y avait Amazon qui était là, les gros sont là, OpenStack, eh ben, ils sont revenus, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont présenté, c'était la première conf et aujourd'hui ils y croient et les chiffres le prouvent. Dans l'insolence, aujourd'hui, OpenStack, c'est 3000 développeurs dans 345 entreprises. C'est 3 millions de lignes de code. C'est le plus gros projet open source au monde. D'accord ? On a tous installé des logiciels, on va installer un serveur, on va installer un Apache. Il y a du travail derrière un serveur Apache, mais comparé à ce qu'est un OpenStack, c'est 2 poids 2 mesures. La moitié des 100 plus grosses entreprises aux États-Unis utilisent de l'OpenStack. Ce sont des chiffres qui nous ont été annoncés lors du keynote du lundi matin. Ce n'est pas la petite PME du coin. C'est-à-dire que si on était en France, on prendrait les 20 plus grosses entreprises du CAC 40 et on se dirait qu'elles feraient tous du cloud avec de l'OpenStack. Ce qui, malheureusement, je pense n'est pas le cas, même si on se rend compte que de plus en plus de l'OpenStack est implémenté dans les grands groupes. En termes de chiffres, la hausse, c'est que 65% aujourd'hui des entreprises qui ont mis en place de l'OpenStack l'utilisent. Ce n'est pas juste des maquettes où on teste, où c'est expérimental. On le passe en production, c'est pérenne, ça fonctionne. C'est une très belle solution.
on se targue quand même d'être, au bout de 6 ans, d'être la solution numéro 1 de cloud privé si vous voulez implémenter un cloud privé. Donc OpenStack, c'est pas quelque chose de sorti dans un garage. Hein. J'ai commencé à faire l'open source dans les années 2000. Quand on faisait de l'open source dans les années 2000 et qu'on allait voir un client, bon, il vous demandait si vous étiez un garagiste, si vous utilisiez des tuyaux, mais aujourd'hui, dans les années 2015, faire de l'open source, on va dire peut-être que c'est hype, ou que c'est branché, que c'est hipster, je ne sais pas, mais aujourd'hui, faire de l'open source, ça marche, c'est pérenne, ça fonctionne, c'est utilisé dans tous les grands groupes. J'ai travaillé auparavant une boîte dont je ne tairai pas le nom qui s'appelle Smile. Les clients de Smile, donc c'est une société de services en logiciel libre qui fait 1000 personnes, ce sont que des gens du CAC 40. Donc aujourd'hui, utiliser l'open source, ce n'est pas quelque chose complètement insensé, ça a une vraie valeur ajoutée et c'est vraiment important. Pour terminer sur ce slide, j'ai un dernier chiffre, c'est les blueprints, c'est les nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées, donc je ne les ai pas toutes citées, mais il y en a à peu près 150. Alors Mitaka, 13e version, alors pour ceux qui ne savent peut-être pas, et ce sera une redite et un rappel, les lettres suivent l'ordre de l'alphabet et c'est toujours la dernière ville, là où s'est passé le dernier summit. Donc Mitaka, sans faire de racisme, ça sonne un peu japonais, donc voilà pourquoi c'est Mitaka et en même temps pourquoi c'est un M. Les points clés, il y en a 3 qui ont été rabâchés par Jonathan Bryce, qui ont été rabâchés par énormément de membres de la communauté. Meilleure expérience utilisateur, administration enrichie et scalabilité améliorée. Alors la meilleure expérience utilisateur, c'est offrir une interface plus agréable à utiliser. Que ce soit pour un opérateur, Orange, que ce soit pour des opérateurs comme on a vu aux États-Unis, AT&T nous a fait des keynotes, mais que ce soit pour un admin, que ce soit pour un dev ou que ce soit pour un end-user. Je rencontre régulièrement des cas clients qui me disent voilà, j'aimerais mettre en place de l'infrastructure et j'aimerais la fournir en mode self-service à des utilisateurs qui ne sont pas des informaticiens ou qui comprennent un petit peu mais qui ne sont pas là pour savoir où est mon instance, quelle adresse IP est là. J'ai envie de dire, la personne, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'elle veut, c'est pouvoir consommer de l'infrastructure. Donc aujourd'hui, offrir une meilleure expérience utilisateur, c'est fondamental. Le deuxième point, on a plus de finesse, plus de droits qu'on va pouvoir paramétrer dans les interfaces. C'est beaucoup plus enrichi. Et sur le dernier point, je reprends l'exemple de AT&T qui nous annonce qu'il déploie un data center tous les mois. Aujourd'hui, les infrastructures, quand elles se déploient en mode cloud, on a besoin qu'elles soient scalables et on a besoin qu'elles grossissent rapidement parce qu'on a du business qui arrive tout de suite. Je reprends des exemples passés que j'ai pu avoir dans des clients chez Smile, des gens qui font du e-commerce sur lequel il y a par exemple un capital qui va passer un soir ou qu'il y a une campagne de pub. Si vous n'avez pas une capacité de pouvoir prendre le pic de trafic dans un cloud, votre infra est-ce vôtre. Et vous perdez votre client qui va vous appeler et qui va vous dire mais pourquoi ça ne marche pas. Donc aujourd'hui le cloud c'est ça, c'est de pouvoir avoir cette scalabilité toujours et de pouvoir fournir de l'infrastructure vraiment à la demande à ses clients. Alors, premier composant, Nova, petit rappel, même si j'imagine que vous connaissez tous. Nova, donc c'est ce qui permet de gérer la partie compute, la partie dans OpenStack qui gère le compute. Nova, c'est que des API qui discutent entre elles. OpenStack, ce sont que des API qui discutent entre elles. Alors j'ai cité 3 fonctionnalités que j'ai trouvées plutôt intéressantes. La migration, scheduler et l'hybridation. Alors, la migration, pour ceux et celles qui effectivement administrent les infras, vous n'êtes pas sans savoir qu'un jour, des fois, on vous appelle et qu'on vous dit, bah voilà, c'est le data scientist qui vous appelle, votre BL a un problème électrique, ou il va falloir changer une alimentation, ou il y a eu une intempérie. Donc, il va peut-être falloir des fois déplacer vos VM, déplacer vos instances sur un nouveau superviseur, sur un nouvel hyperviseur, pardon. Le module de la migration aujourd'hui a été enrichi avec des nouvelles fonctionnalités qui nous permettent de forcer, annuler et vérifier l'état de la migration. Donc vous allez pouvoir voir où en est cette migration. C'est-à-dire qu'auparavant, on ne pouvait faire de la migration, on n'avait pas cette capacité de pouvoir mesurer où est-ce qu'elle en était, quand est-ce que ça allait se terminer, et dans le cas d'un problème, de pouvoir l'annuler, faire du rollback. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment enrichi ce module avec le module Live Migration, qui est un module qui se pilote à travers l'API de Nova. Donc vraiment, plus de visibilité dans la migration. Deuxième module, c'est un nouveau filtre qu'on a trouvé intéressant. Aujourd'hui, l'infrastructure, lorsque vous, ce qu'on appelle spawner une VM, hein, c'est le langage qu'on utilise, donc la VM, l'instance va démarrer, mais elle ne va pas démarrer n'importe où. On a mis en place des règles. Ça peut être des règles en fonction du compute sur lequel on veut que ça tourne, en termes de CPU, en termes de RAM, en termes de stockage. Peut-être qu'on va arriver sur une infrastructure où on va fournir beaucoup plus d'IO. Donc, on va peut-être être obligé de fournir du SSD. Donc, on va avoir une ségrégation, si on peut appeler ça, ou une promotion du choix d'un host. Le nouveau filtre qui a été proposé là, ça permet de faire une promotion en fonction de l'espace disponible de l'infra. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, c'est cool, ça va chercher là où il y a le plus d'espace. Ben, même pas que. L'intérêt aussi, c'est que, comme toute personne, des fois on oublie où est-ce que ça a pu être démarré. Ben, vous allez pouvoir optimiser, utiliser votre infrastructure parce que ça va aller chercher là où il y a l'espace disponible et ça ne va pas aller chercher de façon complètement aléatoire. Donc vraiment, on a une optimisation dans la promotion de cet host. Le dernier point, alors c'est un point qui existait déjà, mais qui a été déprécié dans une version précédente d'OpenStack qui s'appelait Kilo.
L'hybridation. Alors l'hybridation, hein, c'est pas un gros mot. L'hybridation, c'est vous êtes sur une instance de cloud et vous voulez déborder pour aller chercher de la capacité dans un autre cloud. Typiquement, on fait souvent de l'hybridation, cloud privé, cloud public. Le plus commun qu'on pourrait utiliser, ce serait effectivement de faire du débordement chez Amazon pour aller chercher de la capacité. Pourquoi est-ce qu'on va chercher de la capacité chez Amazon? Encore une fois, si j'ai des pics de trafic prévisibles, mais je sais qu'ils sont de courte durée, à quoi bon, même si j'ai du cloud, même si j'ai déjà un cloud privé, aller acheter de la ressource et la garder? On n'est plus du tout dans une mouvance cloud. La mouvance cloud, c'est de se dire, je vais consommer de la ressource que j'ai besoin, quand j'en ai plus, je la relâche. Et bien là, l'intérêt de faire de l'hybridation, c'est de pouvoir déborder dans un cloud public, par exemple Amazon. Et donc, ils ont remis en œuvre l'API qui s'appelle maintenant EC2 et qui nous permet facilement, ils ont corrigé les failles, les bugs qu'elle avait sur la version qui avait été dépréciée sur Kilo. Et avec cette nouvelle API, on peut maintenant aisément déborder dans un cloud public Amazon. Donc aujourd'hui, quand je vous disais qu'Amazon est mature, il y a vraiment cette conformité au niveau du marché. Les demandes du marché, Ozone fait de l'Amazon, effectivement, il y a des besoins Amazon. Donc je ne peux pas vous nier. J'ai plein de collègues anciennement ou chez Smile qui font de l'Amazon. Donc Amazon est aujourd'hui le leader numéro 1 dans le monde de cloud public. Mais aujourd'hui, pouvoir hybrider des clouds, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Oui. Oui. Non. Oui. Répète la question. Si vous pouvez juste répéter la question. Ah oui. Oui, c'est mon premier meet-up, j'ai du mal. Donc la question, c'était de savoir si la promotion elle se fait de façon statique. Si le scheduler il va être capable non pas de regarder à l'instant T, mais de prendre on va dire une fenêtre d'un mois, de regarder la totalité de son infrastructure et de choisir le compute le plus pertinent au vu de l'activité globale. Alors, là vous me posez une colle, donc je vais être honnête. J'en sais rien, je ne sais pas. Mais après, je dirais que non. Enfin, je pense que l'intérêt de la promotion de Lost, quand il fait la promotion de Lost, il le fait à l'instant T. Donc à ce moment-là, il va passer. Donc il n'y a pas que ce filtre-là. C'est un filtre que je viens de nommer, mais il y a plusieurs mécanismes qui rentrent en ligne de compte. Mon boss Christophe m'a expliqué l'autre fois, je vous avouerai que je l'ai noté, mais que je n'ai pas tout retenu comment fonctionnait le mécanisme. Mais c'est vraiment à l'instant où on va lui demander, et c'est les hyperviseurs qui vont répondre, et c'est le premier qui va répondre en fonction des filtres qui vont lui être appliqués, qui va récupérer l'instance. Ça répond à votre question? Plus ou moins. Je vais tâcher d'y répondre, vous me ferez un petit mail. Ah ben voilà. Eh ben c'est Mesos. Voilà, vous voyez. Merci monsieur. Alors j'enchaîne. Neutron, donc c'est l'API qui gère le réseau. Donc dans OpenStack, on peut faire effectivement de la virtualisation de compute, mais on peut aussi faire de la virtualisation de réseau. Et un des sujets très à la mode, donc là on parle de Neutron, mais au-delà de ça, les sujets très à la mode et très tendance, on parle ce qu'on appelle de SDN. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de logiciels comme ça pour pouvoir administrer des très grosses infrastructures réseau. Au lieu d'administrer simplement, on va avoir des logiciels qui vont pouvoir agréger tout ça, et ça va être beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus puissant dans l'administration des réseaux. Première feature, création des réseaux beaucoup plus simplifiée. Ça se fait en une interface versus 4 auparavant. Moins de sources d'erreurs, ce sera plus simple. Donc là, c'est vraiment, on revient sur l'expérience utilisateur, on aide les gens pour que ce soit plus facile. Deuxième fonctionnalité que j'ai notée, c'est l'intégration avec les DNS externes. Vos instances, elles démarrent, elles ont une IP, mais vous pouvez leur allouer une IP flottante si vous voulez effectivement qu'elle soit accessible depuis l'extérieur. Si votre instance elle est accessible depuis l'extérieur, le mieux, c'est quand même de pouvoir la joindre à travers un nom de domaine. Donc, ce qui va réaliser la conversion nom de domaine adresse IP, tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle un DNS. Auparavant, avant Mitaka, automatiquement, c'était enregistré dans le DNS local. Aujourd'hui, ça va être poussé dans un DNS externe. C'est-à-dire que lorsque vous allez automatiquement créer votre instance et lui allouer une adresse IP, avec l'API d'EasingGate, vous allez pouvoir automatiquement faire l'enregistrement sur un DNS externe. Alors l'intérêt, c'est que si votre instance est perdue, son IP flottante ou qu'elle est donnée à quelqu'un d'autre, là, il aurait fallu auparavant le faire à la main et le rajouter. Là, automatiquement, ça va se faire. Donc, on va vraiment gagner sur un gain de temps et surtout sur un gain de fiabilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de source d'erreur, ça va se faire de façon automatisée. Donc, voilà les deux fonctionnalités qu'on a retenues sur la partie Neutron.
Alors Cinder, donc c'est une solution effectivement qui permet de faire du stockage. Alors dans le cloud, la première fois qu'on m'a expliqué comment marchait le cloud, je suis un petit peu tombé de mon fauteuil, on m'a dit, bah voilà, dans le cloud, il y a des stockages non persistants, puis il y a des stockages persistants. Mais qu'est-ce qu'on met dans les stockages non persistants? Bah, dans les instances, on va mettre les services qu'on va perdre, qui ne sont pas graves. C'est-à-dire que le service peut redémarrer. L'intérêt, c'est de fournir un service. Et derrière, lorsqu'on va vouloir garder des données, des datas qui vont rester fixes ou peut-être évoluer dans le temps, on va les mettre sur un stockage dit persistant. Si on perd une instance, c'est pas très grave. Si on perd un stockage persistant, là, c'est beaucoup plus grave. On perd ces données. Donc, on va mettre ces données statiques et les données qu'on veut garder, qui on veut être fixes, dans la partie stockage persistant. Donc, on peut utiliser un stockage qu'on appelle en mode bloc, qui s'appelle Cinder. Et il existe un autre projet qui s'appelle Swift, qui fait du stockage en mode objet. Donc objet, c'est un stockage qui a été inventé par Amazon, qui s'appelle S3. Donc pour ceux et celles qui connaissent, voilà à quoi ça ressemble. Donc Cinder, aujourd'hui, ça fait du stockage en mode bloc, et ça fait du stockage persistant pour vos instances, pour garder vos données. Deux nouveautés qu'on a trouvées vraiment intéressantes sur la partie backup. On peut backuper à chaud la partie, faire un snapshot à chaud et l'envoyer automatiquement dans notre stockage d'objets Swift. Donc ça, aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire auparavant. Il fallait mettre en pause l'instance. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir lancer des backups d'instances. La deuxième, c'est la gestion des snapshots. Auparavant, donc, un snapshot, c'est vous faites une copie de votre instance, vous faites une copie de votre volume, et ça la sauvegarde. Lorsque vous supprimiez votre volume, tous les snapshots qui étaient attachés à ce volume, elles devenaient orphelines. Elles n'avaient plus de parents. Donc en fait, il aurait fallu, après, faire du ménage. L'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité, c'est que lorsque vous allez supprimer votre volume, ça va détruire les snapshots qui lui sont associés, qui lui sont attachés. Donc, simplicité d'utilisation, on perd moins de temps et on est sûr de ce qu'on va supprimer. Dernier point, donc tout à l'heure j'ai parlé vraiment de la notion de stockage. Cinder, donc, ça développe énormément de drivers pour pouvoir discuter avec énormément de solutions de stockage propriétaires du marché. On les connaît quelques-uns des grands noms, les BEMC, les BNetApp, enfin, il y a énormément de constructeurs aujourd'hui. Et sans cesse, à chaque nouvelle OpenStack Summit, ils annoncent des nouveaux drivers, ils annoncent des nouvelles baies qui vont être compatibles. Et là, ils ont annoncé la compatibilité avec ce qu'on appelle Google Cloud Storage. Donc, on peut maintenant faire des backups à travers Google Cloud Storage depuis Cinder. Encore une fois, ça prouve la maturité et ça prouve aussi que OpenStack va vers le marché parce que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Google quand même lead une partie du marché avec des produits. J'en parlerai un petit peu plus loin tout à l'heure, par exemple avec Kubernetes. Mais aujourd'hui, si on se branche à des solutions Google, c'est parce que c'est important de se brancher à ces solutions-là parce qu'il faut répondre aux standards du marché. Alors, sur l'avant-dernière slide sur les parties, sur les retours qu'on a pu avoir, donc je ferai une brève aperçu sur Glance et Keystone. Donc Glance, tout à l'heure je vous ai dit, vous avez vos images qui vont être virtualisées, vous avez votre réseau, vous avez votre stockage. Vos images, elles sont à un endroit, et cet endroit, ça s'appelle Glance. C'est Glance qui va pouvoir vous fournir vos images. Auparavant, on ne pouvait que les récupérer en mode HTTP. La nouveauté, on peut les prendre en mode HTTPS. Et en plus, on est sûr qu'on va récupérer la bonne image parce qu'elles sont signées. Donc vous allez pouvoir être sûr que l'image que vous allez prendre, c'est bien une Ubuntu 14.04 et qu'elle fait bien la bonne taille et qu'elle n'a pas été corrompue. Donc voilà la nouvelle fonctionnalité. Sécurité renforcée. Alors c'est du HTTPS, mais c'est voilà la feature qu'ils ont rajouté. Alors Keystone, c'est un utilitaire qui va pouvoir donner les droits entre toutes vos API. Tout à l'heure je vous ai dit que c'est une myriade d'API, c'est plein de logiciels qui discutent entre eux, mais pour qu'ils puissent savoir qui a le droit de faire quoi, c'est Keystone qui fait un petit peu le maître d'orchestre. On va donner un jeton à Keystone qui va le présenter à chacune des API et qui va lui dire toi tu as le droit de faire ça, toi tu n'as pas le droit de faire ça, toi tu t'arrêtes, toi tu continues. Keystone, aujourd'hui, la fonctionnalité, c'est qu'ils ont rajouté le TOTP. Alors c'est très joli, Time Based One Time Password. Alors que le TOTP, dans les grands groupes, et pas que, mais dans les grands groupes, lorsque vous loguez le matin, en général, vous loguez login password, mais ça tout le monde connaît le login password, enfin, pas celui qui est écrit sous le clavier ou derrière l'écran, mais le vrai login password qui est dans votre tête. Je vois que tout le monde suit, bon, c'est pas grave. Et en général, ils ont une clé en plus, une carte, une clé USB, un jeton, un token, un YubiKey, enfin c'est une authentification en 2 temps. C'est-à-dire que si on n'a pas les 2 authentifications, on ne pourra pas se loguer sur son poste, sur un serveur, auprès de services qui discutent entre eux. Donc c'est une fonctionnalité aujourd'hui, on a un accroissement de la sécurité renforcé. Donc ces histoires de tokens, donc aujourd'hui, quand vous parlez à des gens qui font de la sécurité, désolé de revenir sur les banques, je n'ai pas d'action, je ne suis pas aux banques, mais on travaille en ce moment avec des banques, et en général, ce qui nous tombe dessus, c'est le service sécu qui nous dit non, c'est pas assez sécure ça, pas possible, on arrête ou on s'arrête, on va pas plus loin. Donc aujourd'hui, dire qu'effectivement il y a plus de sécurité, qu'il y a des choses qui viennent d'arriver dans OpenStack, encore une fois, ça prouve la maturité de la solution et de pouvoir répondre à des problématiques de grands groupes.
Le dernier point, c'est sur la gestion des droits. Alors, la gestion des droits, on pouvait la faire à travers ce qu'on appelle des fichiers policy. Aujourd'hui, on va pouvoir la faire aussi et différemment, mais on va pouvoir faire à travers l'interface et on va pouvoir avoir plus de granularité et faire de la délégation d'admin. Encore une fois, on se place dans une position où on va avoir de l'opérateur jusqu'à l'utilisateur final et qu'on va pouvoir donner des droits qui vont être variables et des gens qui n'auront peut-être pas besoin de modifier le nombre de computes qu'on a ou de modifier la RAM allouée, mais qui auront peut-être besoin de pouvoir démarrer une instance et de se dire tiens, j'ai envie d'avoir une plateforme LAMP pour faire du dev. Donc voilà aujourd'hui les fonctionnalités qui nous ont paru vraiment importantes. Sur le dernier point, tout à l'heure effectivement on a parlé PTL, on a parlé effectivement communauté, donc nous on développe cette solution, CloudKitty. Aujourd'hui, c'est un projet open source qui est rentré dans la Big Ten depuis 1 an, donc les projets majeurs d'OpenStack. L'intérêt de cette solution, c'est de pouvoir mesurer ce que vous allez consommer dans un cloud. Donc ça va se brancher sur des API. Alors ça se branche toujours sur une API qui s'appelle Celometer, et ça se branche depuis la nouvelle version qui est la V2, qui vient de sortir pour Mitaka. Ça se branche sur une API qui s'appelle Gnocchi. Alors je ne sais pas si Julien Danjou est dans la salle. C'est le PTL de Gnocchi. Et aujourd'hui, donc on a fait, lors de l'OpenStack Summit, on a participé, on a fait un hands-on et on a présenté effectivement l'intégration entre Gnocchi et CloudKitty. On a fait des sessions et notre PTL, Stéphane Albert, qui travaille sur CloudKitty, a fait des design summit. Et donc on a aujourd'hui, et on pense que c'est fondamental que dans un projet open source, participer à un projet open source, c'est aussi contribuer, c'est aussi développer des logiciels libres. CloudKitty est un logiciel libre sur lequel on ne gagne pas d'argent. C'est vraiment un vrai logiciel libre qui est complètement gratuit. Vous allez sur notre GitHub, vous le téléchargez. On l'a développé pour un client qui aujourd'hui le consomme. On a une société en Argentine qui s'appelle Nubelio qui l'utilise. On est content. On a fait une conf avec eux, l'OpenStack Summit. C'est l'occasion de se rencontrer. On n'avait que parlé sur IRC avec lui. Il est venu et on a fait une conf avec lui. Donc aujourd'hui, développer des logiciels libres, c'est aussi se dire j'investis. Et chez Objectively, on investit presque 10% de notre chiffre d'affaires dans la R&D. On travaille sur des nouveaux projets parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous anime, de dire qu'est-ce que sont les nouveaux projets, quels que sont les nouveaux outils de demain. Faut investir du temps, il faut se dire allons-y. Et si on travaille pas sur les nouveaux projets, c'est pas comme ça qu'on évoluera dans cette partie cloud. Donc voilà pour un bref, comme je vous l'avais dit, un bref retour de ce que nous on a pu vous donner comme retour sur les nouvelles fonctionnalités qui nous ont paru importantes sur Mitaka. Il me reste 2 slides et je vous promets on va boire un coup. Alors, les tendances du marché. Le marché. Alors le marché il est dicté par les users, mais le marché il est dicté aussi par les clients. Alors on peut avoir 2 visions, on peut très bien se dire c'est les users qui drive ou c'est les clients qui drive. Étant sur le côté à la fois commerce et à la fois effectivement technique, ce qui est la fonction d'un avant-vente, je peux vous dire que c'est les clients qui payent et que c'est souvent les clients qui décident. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc c'est important de satisfaire aussi des clients et de ne pas partir dans le côté on vend de la techno pour de la techno, mais j'ai suivi, donc je vais vous sortir les chiffres, j'ai suivi une conf sur quelqu'un qui nous expliquait ce qu'était qu'une ville intelligente, et il nous a expliqué qu'il était capable avec des capteurs de pouvoir mesurer ce qui allait se passer en termes de gens qui se baladaient dans la rue, en termes de température, et de faire du prédictif, pouvoir consolider tout ça dans un OpenStack à travers un Kubernetes qui déployait des Docker et qui était relié avec des connecteurs. Et tout ça, il était capable de pouvoir nous dire, voilà, aujourd'hui, on a des technos, on a du Kubernetes, on a du Docker, on a plein de choses. Mais l'intérêt qu'il nous a dit, c'est que lui, il utilise une solution d'OpenStack pour le socle, il utilise du Hadoop pour faire de la big data, il a un logiciel par-dessus qui consolide la donnée. Et derrière, ce qu'il va vendre à une ville, c'est de lui dire, je vais pouvoir faire du prédictif pour vous dire, voilà, si demain matin, il fait 30 degrés, il va y avoir 300 personnes à la piscine. Ça intéresse un client. D'accord ? Donc aujourd'hui, quand on dit les technologies qui, d'après, alors mes sources viennent de l'étude semestrielle, qui est une enquête qui est faite auprès des utilisateurs d'OpenStack, 70% ont un énorme attrait pour les conteneurs. Donc les conteneurs, effectivement, c'est vraiment une techno qui aujourd'hui est en train d'exploser. Ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais pas que. Donc vraiment les conteneurs. Ensuite, on a aussi noté que Magnum est le projet qui émerge avec plus de 44%. Alors qu'est-ce que c'est que Magnum ? C'est pas le moustachu qui était dans la série. Magnum, c'est un produit qui permet de faire de l'orchestration de Kubernetes. Alors j'ai dit beaucoup de gros mots. Orchestration, donc c'est comme un produit qui s'appelle HIT, qui va pouvoir effectivement, à l'aide, on va industrialiser, parce que nous les informaticiens, on n'aime pas faire 2 fois la même tâche. Donc dès qu'on va la faire 2 fois, on va l'automatiser. Donc on utilise un langage qui s'appelle le YAML. Et ce Magnum, il va piloter le déploiement à travers un Kubernetes, qui est un cluster de Docker, et déployer après ces conteneurs. Donc aujourd'hui, on est dans cette mouvance d'automatisation. On entend tous parler de DevOps, on veut tous automatiser, on veut tous devenir des gros feignants, mais c'est la réalité. Tous les clients veulent que ce soit automatisé, pas pour la feignantise, pour le coût et pour effectivement diminuer le risque. Le dernier point, donc je vous reparle effectivement de Kubernetes, donc un projet Google qui permet de faire du cluster de Docker.
Les autres, effectivement, tendances, j'ai beaucoup parlé de SDN. Donc le SDN, il y a des solutions open source, hein, et il y a aussi des myriades de solutions propriétaires. Ces réseaux, le réseau, ça a toujours été aussi gouverné par les gros. Cisco, on les connaît. Donc tous les gros qui font du réseau se sont enfoncés dans la brèche. Cisco commit énormément sur le projet OpenStack. Hein. Si vous allez sur le site Stackalytics, vous voyez le nombre de gens qui font des commits. Cisco participe activement à ce projet-là. Et sur la partie réseau, ils le sont aussi très actifs. Donc la partie SDN est vraiment aujourd'hui quelque chose qui a le vent en poupe. La partie bare metal, alors bare metal, on ne va pas revenir en arrière, mais dans le concept, c'est effectivement utiliser de l'infra directement au lieu de faire de la virtualisation. Alors on peut en avoir besoin. Il y a des applications qui sont très gourmandes en I/O. Vous avez de la base de données, vous avez du SAP, enfin vous avez plein de solutions aujourd'hui qui effectivement vont vous demander beaucoup d'IOPS. Et donc pouvoir redescendre sur la couche basse, c'est aussi des projets avec Ironic qui ont de plus en plus qui explosent. L'hybridation, j'en ai déjà parlé, puis la partie stockage avec plein de produits tels que du Ceph et puis tous les stockages qu'on va voir à l'extérieur. Alors ça reprend ce que je viens de dire, donc c'est pas très intéressant, hein, c'est des graphiques. Donc on voit effectivement sur le premier en haut à gauche que c'est vraiment les conteneurs qui intéressent le plus de gens. Magnum sur le service, et puis ici on voit l'attrait et l'intérêt d'utiliser Kubernetes, mais pas que. C'est vrai que l'ouverture aujourd'hui vers des solutions, donc je disais de Connex, de PaaS, OpenShift, Cloud Foundry, vous dites à un DSI, je vais vous industrialiser votre SI, votre développeur il va coder, il va pousser ça sur son SVN ou sur son Git et automatiquement ça va vous popper votre infrastructure. Le DSI vous dit où est-ce que je signe. Alors effectivement, le chèque est lourd, mais il vous dit où est-ce que je signe. Parce qu'aujourd'hui, là où on va vers une automatisation de bout en bout. Ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, on ne veut pas que le développeur il installe la plateforme, on veut pas il est là pour coder, et après il y a quelqu'un qui va installer la plateforme, puis on veut que la plateforme elle fonctionne et elle vive toute seule. Alors j'espère qu'on aura encore tous du travail dans 10-15 ans, mais on va vers cette tendance-là, on fait des microservices avec du Docker dans des conteneurs, on a la capacité avec des produits comme OpenShift ou des produits comme Cloud Foundry, on s'appelle des pods. On perd le pod, automatiquement il va repopper le pod. On a eu une conférence de Google pendant les keynotes. Le mec il coupe, il kill le pod qui gère l'infrastructure, enfin qui gère l'affichage, donc qui gère Horizon. Il fait un F5, il est délogué, mais le Horizon revient. C'est-à-dire que le pod est... Donc aujourd'hui d'avoir une infrastructure qui est élastique et qui répond aux besoins, c'est vraiment ce qui est la tendance qu'on peut dénoter. Ce sera la conclusion. Alors, je vous donne rendez-vous pour ceux et celles qui veulent nous retrouver à l'Open Source Innovation Spring. Donc c'est un événement, c'est la 2e année que ça a lieu. Hein, donc c'est organisé par cette journée du 17 par Frédéric Lepied. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais Christophe m'a dit de lui passer bonjour. Donc on fera une session, donc ce sera une journée vraiment, je reparle, vous voyez, des conteneurs, donc cloud et conteneurs, sur lequel on fait un atelier qui dure 45 minutes où on fera un retour sur comment piloter vos conteneurs avec Curir. Donc Curir, c'est ce qui permet de pouvoir discuter avec des conteneurs et avec Neutron. D'accord ? Donc c'est aujourd'hui, ce sera le 17 mai. Donc je vous invite à tous venir. Prochain summit à Barcelone. Donc nos amis d'Ozone vont vous le rappeler. On aura un stand, on aura des super t-shirts. Alors on n'avait pas de stand à Austin et je l'avais sur moi et plein de gens sont venus me voir en me disant mais ils sont super vos t-shirts. Est-ce qu'on en aura au prochain summit ? Donc la réponse est oui. Donc venez à Barcelone. Il y aura effectivement des t-shirts, des burgers et tout ce qui ira avec. Et je crois que j'ai terminé. Donc j'ai juste derrière une slide avec des remerciements, des numéros de téléphone, des mails. Donc on recrute aussi. Hein. Donc les gens qui veulent du soleil, on recrute à Toulouse. Et les gens qui veulent un peu moins de soleil, on recrute à Paris. Voilà, on est à côté du Grand Rex, au Grand Boulevard. Et donc on cherche du monde. Donc on cherche des gens qui aiment OpenStack et qui n'en ont jamais fait. Mais on cherche aussi des gens qui aiment OpenStack et qui sont forts en OpenStack. On cherche toute personne qui a envie de faire de l'OpenStack, du Docker, du conteneur, de la R&D. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, c'était sympa. Je vous remercie. Des questions ? C'est ce que je vous redonnais de plus. Donc, si vous n'avez pas de questions, c'est génial. Hein. Je vais être honnête. Hein. La presse, je l'ai préparée, je l'ai quand même un petit peu préparée. Mais alors les questions, on ne peut pas les préparer. Donc si vous voulez qu'on aille tous boire un coup, c'est avec plaisir. Alors, regarde ce que vous voyez sur le marché, je dirais, français et européen, et ce que vous avez pu voir à travers OpenStack Summit. Est-ce que vous voyez le même momentum aux États-Unis ou parce que c'est peut-être surdimensionné de par la présence locale ou est-ce que vous nous parliez en fait d'un dimensionnement en fait en termes de déploiement sur presque une sur deux des big corporates américaines. On n'en est pas encore là, je pense, au niveau du 440.
Est-ce qu'il y a des use cases ou est-ce que c'est une adoption plus aux États-Unis pour des raisons économiques ou c'est parce qu'ils sont plus techno je sais pas, juste votre feedback sur la dynamique, le momentum Europe versus Amérique du Nord. Alors j'acquiesce. Oui, ça marche. J'acquiesce vraiment ce que vous dites, dans le sens où malheureusement, il ne faut pas en rugir, les Américains sont toujours en avance, ils sont meilleurs. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais ils ont cette espèce de dynamisme où ils courent tout le temps, ils sont fiers d'être Américains et ils vont vite et ils font plein de choses. Je pense qu'effectivement, ils sont en avance sur nous, mais ils sont en avance sur nous depuis à chaque fois qu'ils font de l'IT. Aujourd'hui, leurs besoins et la façon de consommer de l'informatique, dans la partie effectivement cloud, elle est révolue. Enfin, pour eux, c'est plus une révolution, c'est quelque chose qui existe dans le présent, même si ça existe aussi pour nous dans le présent. Mais quand on entend AT&T qui nous annonce qu'ils déploient un data center tous les mois, on se dit, bon, ok, d'accord, nous, on essaie de faire ce qu'on peut, mais on n'est pas à cette vitesse-là. Et j'ai travaillé l'année dernière pour des gros projets chez Orange. On n'est pas à cette vitesse-là. Néanmoins, on n'a pas à rougir. Je pense qu'on a une belle communauté en France. On a beaucoup de gens qui travaillent autour d'OpenStack. Il y a un peu plus d'1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus la date de rachat, mais une très belle boîte française qui s'appelait Innovance s'est fait racheter par Red Hat et par une petite somme. Donc aujourd'hui, les Français ont des compétences très recherchées. Je pense que les Américains, ce qu'ils savent faire de mieux que nous, c'est qu'ils savent vendre. Et ça, on ne pourra pas leur enlever. Ils sont forts dans le business. Donc ils vont plus vite, donc ils savent vendre. Et aujourd'hui, ce qui drive et ce qui fait avancer des projets, on a beau être bon en techno, c'est le business. Donc, ils ont des usages et des use cases qui sont aujourd'hui beaucoup plus en avance que nous, mais je pense qu'il n'y a pas à rougir. Je pense qu'il n'y a vraiment pas à rougir. Et moi, les clients que je vais rencontrer, là, récemment, je rencontre des facultés qui me disent, voilà, on aimerait pouvoir rationaliser nos besoins, on aimerait que ça coûte moins cher, on aimerait fournir de la VDI pour nos étudiants. Il n'y en a pas à rougir. On se dit, c'est intéressant. Des universités qui veulent collaborer entre elles, qui veulent réduire leurs coûts, qui veulent les optimiser, qui veulent fournir un bureau virtuel à des étudiants qui puissent bosser à travers sur un OpenStack. Il y a des beaux projets innovants en France et l'avantage aussi, c'est que je pense que l'open source aussi en France est très suivi par l'État. Il y a beaucoup de recommandations qui sont faites. Travailler avec des collectivités publiques, aujourd'hui, elles sont très sensibles à l'open source. J'ai fait une réunion dans un CG la semaine dernière qui met 25 000 € sur la table pour faire un projet, une maquette d'OpenStack parce qu'ils ont envie d'essayer. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une adaptation par rapport au marché américain, mais je pense qu'on y arrive. Ok, merci. Merci pour cette présentation. J'ai juste une question par rapport au retour de Sine. Quelles sont les tendances en termes de distribution qui se dégagent en fait, entre Ubuntu, Mirantis, Red Hat? Bonne question. Je sais pas. Moi, j'ai une Ubuntu sur mon poste. Mais pardon? Ubuntu. Bah voilà, c'est quelqu'un d'Ubuntu. Bah voilà, donc c'est Ubuntu. Non, je sais, franchement. Après, j'ai envie de dire, c'est comme si vous préférez le bleu ou le vert. Chacun sa distrib, chacun. J'avais des anciens collègues chez Smiley, des sur Slackware, ils kiffaient. Bon, moi j'aime bien utiliser l'open source, mais j'aime bien que ça marche tous les jours aussi. Et je vais pas me dire, tiens, il faut recompiler le paquet. Donc j'ai de l'Ubuntu, mais c'est peut-être la distribution la plus simple à utiliser. Alors après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a plus déployé sur les clouds? Nous, soit c'est de l'Ubuntu, soit effectivement, ça va être du Fedora ou de la Red Hat quand Red Hat. Ouais. C'est dans l'OpenStack. Ouais. Ok. Ok, moi j'ai une autre question technique sur les statistiques, notamment au niveau hyperviseur. Donc on dit souvent que KVM est encore aujourd'hui le plus utilisé sur OpenStack. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Est-ce que Xen revient plus? Est-ce que VMware est aussi dans l'entreprise très utilisé? Est-ce que ça pousse dessus? C'est quoi les tendances? VMware était là. Donc moi aussi j'ai été assez surpris. Surpris. J'ai fait auparavant beaucoup de salons qui s'appelaient Solutions Linux ou le POS maintenant qui ça s'appelle. Et il y a quand même Microsoft qui est là, c'est à ces salons-là. Donc aujourd'hui, ils s'intéressent et VMware s'y intéresse. Et pour répondre sur VMware, souvent vous arrivez chez un client et vous dit bonjour, j'ai du VMware. Ouais, super. Et qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais plus payer mes licences. Ah ouais, mais là vous lui dites attention, on ne fait pas du VMware. Ils ont des mécanismes qui offrent VMware, mais VMware c'est pas du cloud. Donc expliquer à un client qu'on va plus travailler de la même façon, qu'on va être dans une approche cloud, dans une approche DevOps, c'est déjà lui dire oh là là, il a déjà eu peur, il s'est dit combien ça va me coûter. Donc aujourd'hui, je pense que les gros y sont et que les gros y viennent et que VMware se branche sur l'OpenStack. Mais j'ai pas de chiffres exacts à vous donner effectivement sur l'importance de plus de Xen ou de VMware, mais je pense que VMware a tout intérêt à venir le plus proche d'OpenStack, à mon goût. Pardonnez-moi, donc je veux juste dire quelque chose que vous n'avez pas dit par rapport à ce qu'elle a eu la tendance à la fondation OpenStack. C'est que les gens, le retour d'expérience, c'est que les gens disent que c'est très difficile de déployer un cloud. Donc il y avait les gens, ils ont amélioré le système pour déployer ça. Donc moi je veux juste dire qu'il y a des logiciels qui permettent
qui facilitent le déploiement, comme Fuel de chez Merantis. Tout à fait. On parle d'Ubuntu. Ubuntu, elle vient de créer un projet qui s'appelle Conjure App. Je peux vous dire, il y a une commande Conjure App OpenStack. Vous pouvez installer votre OpenStack. Conjure Big Data, vous installez Spark, tout ce que vous voulez. D'accord. Et dans la sphère concernant Mesos, il y a aussi la même chose. Ça s'appelle Mesosphère. Donc vraiment, la communauté, elle facilite le déploiement, que ce soit en bare metal, que ce soit en VM, etc. Voilà. Merci. Merci. Mais je rejoins ce que vous dites parce que moi, la première fois que j'installe un OpenStack, c'est pas évident. Et quand on l'installe tout à la main, c'est compliqué. Donc, j'ai des fichiers Ansible que m'ont passé mes collègues et je les remercie. Parce que sinon, effectivement, il y a de quoi se faire mal à la tête. Mais heureusement, sinon, ça ne justifierait pas le travail qu'on a tous. Bonjour. Bonjour. De loin, on a l'impression que les telcos sont excessivement présents. C'est pas de loin, c'est de près aussi. Les telcos sont très très présents. Enfin, les telcos américains, les telcos japonais, c'était NTT qui était sur Tokyo, qui a eu le super user. Enfin, les telcos sont très en avance et utilisent énormément d'infrastructures à base de cloud. Mais on peut presque se demander, mais est-ce que OpenStack ne va pas simplement être défini pour les servir eux, avant tout? C'est moi qui me rapproche de vous. Avant tout, c'est quand même une solution pour des opérateurs. Enfin, c'est pas pour la PME du coin. Enfin, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, le besoin, c'est d'avoir une infrastructure qui va être élastique, qui va grossir. Donc, c'est leur cas d'usage. Ils ont déjà. Enfin, pourquoi les opérateurs s'y mettent, c'est qu'ils ont plein de clients. C'est qu'une histoire encore de pognon. Donc c'est facile, c'est de se dire, bah voilà, j'ai une manne de clients, je leur vends des abonnements téléphone tous les mois, mais pourquoi pas leur vendre de la VM? Donc effectivement, aujourd'hui, les opérateurs, ils ont tous compris qu'il fallait se mettre effectivement à vendre du cloud. Et on peut citer, parce qu'il y a des gens dans la salle, je crois, de CloudWatt, Orange, donc CloudWatt qui appartenait à 3 entités, donc il y avait Thales, voilà. Et Orange a racheté la totalité. C'est-à-dire que si Orange a racheté la totalité, c'est pas juste pour le plaisir de se dire tiens, on va s'acheter un cloud privé. Je pense que s'ils sont achetés le cloud privé, c'est parce qu'ils pensent sincèrement qu'il y a de l'avenir dedans. Donc oui, les opérateurs sont présents dedans. Et je pense que pourquoi ils le sont? Parce qu'il y a vraiment un gros business à faire. Oui, aussi. Okay. Il y avait une dernière question en haut là-bas, je crois, mais non, si, elle est peut-être. Allez, c'est la dernière, on va manger. Promis. Oui, vous avez parlé de la version de Mitaka et les nouveautés de cette version, c'est qu'ils ont apporté une certaine finesse pour le rôle d'administrateur. Donc j'aimerais savoir plus de détails par rapport à ça. Tant qu'on parle du cloud, on parle aussi de la problématique de sécurité, des droits d'accès, etc. Donc je veux savoir quelle était vraiment la finesse et les différents avantages qu'apportait aujourd'hui Mitaka pour les rôles d'administrateur. Voilà, donc là c'est bien, c'était vraiment la dernière question. Donc c'est cool. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire, parce que je vais le faire pour vous, mais si vous êtes impatiente et que vous ne voulez pas attendre ma réponse. Donc vous avez effectivement tout ici qui est écrit sur ce site web, mais sinon je vais prendre votre question, et vous allez m'envoyer un mail, comme ça j'aurai votre adresse mail, et je vais vous y répondre demain. Ça marche, super. Voilà, merci, vous me sauvez. Merci à tous. Ah, non. Oui, non, j'avais dit que c'était la dernière, mais... On parle du rôle administrateur, oui, dans le niveau, oui, dans les accès, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je vais vous prendre une dernière minute, s'il vous plaît, juste avant d'aller manger, pour vous dire, d'abord par rapport à ce que disait Brice et certaines questions, je vous invite à jeter un œil au user survey. Je crois que tu en as parlé à un moment donné, notamment pour les questions quelles distributions sont utilisées ou quelles hyperviseurs sont utilisés. Le user survey, c'est un sondage qui est réalisé par la Fondation tous les 6 mois auprès des gens qui déploient et utilisent OpenStack. Il y a des chiffres assez intéressants dedans. Je voulais vous donner 2 infos sur les prochains événements. 3 en fait. Prochain meet-up à Paris, c'est pas encore fixé, mais si vous suivez les mailing lists, sites web, etc. que je vous ai indiqué tout à l'heure, vous aurez l'information, potentiellement un le mois prochain. Par contre, on va faire normalement le 15 juin à Lyon une journée OpenStack Workshops. Donc pas de conférence, juste des demi-journées de
de workshops. Vous allez vous inscrire sur les workshops qui vous intéressent, il y en aura quelques-uns en parallèle, et vous venez avec votre PC, et puis on creuse un sujet. Donc ça devrait se passer sur Lyon, ça devrait être le 15 juin, je laisse encore le conditionnel, mais on est en train de travailler là-dessus. Si ça vous intéresse d'ailleurs, pour éventuellement aider à organiser ou éventuellement participer en tant qu'animateur, vous pouvez venir nous voir à la fin. Sinon, vous suivez les canaux aussi pour avoir les infos d'inscription. Et dans un petit peu plus longtemps, d'ici la fin de l'année, après l'été, on est sur l'organisation d'un OpenStack Day en France, comme il y en a ailleurs en Europe, et un petit peu sur le modèle de ce qui avait eu lieu il y a quelques années, les OpenStack in Action, pour ceux qui étaient là à l'époque. Donc là, c'est des journées, une journée, OpenStack Day, de conférences. Là, ça serait plutôt à Paris, et pareil, hein, on vous tient au courant. Ça, c'était pour les events. En partant, vous verrez là-bas, j'ai mis quelques flyers qui éventuellement peuvent vous intéresser, notamment sur interaction entre OpenStack et conteneur. Ce sont des flyers édités par la Fondation. Entre OpenStack et conteneur, un use case, et puis des flyers OpenStack assez génériques, mais n'hésitez pas à vous servir. C'est en anglais, par contre. N'hésitez pas à vous servir. Et puis, j'en ai terminé. Donc, je remercie une nouvelle fois 42 pour l'accueil, Ozone pour le cocktail que vous avez trouvé en sortant à gauche, et nos deux speakers, Romain de Ozone et Brice d'Objectif Libre. Et puis, vous tous d'être venus. Et je vous dis à la prochaine et bon appétit.